L'Allemagne n'est pas seulement une nation, c'est une cocotte minute prête à exploser. Les usines grondent, les rues se remplissent de drapeaux à la croix gammée, et dans les bureaux du pouvoir, les ombres se déplacent avec discrétion. Chaque mot, chaque regard, chaque silence peut coûter la vie. Au cœur de Berlin, un seul homme concentre toute la peur, toute la dévotion et toute la folie d'un peuple, Adolf Hitler. Autour de lui, un cercle de figures ambiguës, ministres, secrétaires, confidents, amantes, gravitent comme des planètes autour d'un soleil qui dévore tout sur son passage. Ils savent qu'ils sont proches du pouvoir absolu, mais aussi de l'abîme. Qui furent réellement les personnes qui vécurent, travaillèrent et moururent à ses côtés? Quel secret se cachait derrière les portes du quartier général du Führer? Qu'ont vu leurs yeux, que leurs lèvres ont-elles tues, et jusqu'où furent-ils prêts à aller par loyauté, par ambition ou par peur? Étaient-ils des croyants aveugles en une cause ou des prisonniers de leur propre monstre? À mesure que le régime s'élève sur les fondations de la haine et de la propagande, le cercle intime de Hitler devient une cour d'ombre. Chacun y joue son rôle. L'architecte qui conçoit l'utopie impossible, le ministre qui transforme les ordres en crimes, la secrétaire qui dactylographie le destin de millions sans lever les yeux. Dans ce labyrinthe de pouvoir, la loyauté n'est pas une vertu, c'est une condamnation. Celui qui sert trop se brûle. Celui qui doute disparaît. Dans le contexte de l'Allemagne nazie, le Führer ne contrôle pas seulement un pays, mais aussi les esprits et les cœurs de ceux qui l'entourent. Personne n'échappe à son influence. Tout tourne autour de sa volonté, de sa voix, de son regard. C'est l'ascension d'une machine parfaite d'obéissance, de peur et de fascination. Et au centre de cette machine, les hommes et les femmes qui ont partagé sa table, ses décisions et sa chute, font face au dilemme le plus sombre de l'histoire. Où s'arrête la loyauté et où commence la culpabilité? L'ascension et la création du cercle. Nous sommes en 1933. L'Allemagne se relève parmi les ruines, humiliée par la défaite. Les rues respirent l'incertitude. Les visages conservent l'amertume d'années de privation et la mémoire d'une défaite encore douloureuse. Au milieu de ce chaos social et économique, un homme s'élève en promettant l'ordre, la grandeur et la vengeance. Sa voix trouve des échos sur des places lassées des discours et dans des bureaux où le pouvoir cherche à se recomposer. Ces mots dessinent un horizon qui semble rendre un sens à l'humiliation. Le pays, blessé et dans l'attente, regarde ce leadership comme on attend un phare dans la nuit. Cette atmosphère de promesses et de ressentiment est le terreau fertile où naît une machine politique aspirant à transformer le désespoir en discipline, le ressentiment en projet et la colère en autorité. À mesure que le pouvoir de Hitler grandit, un cercle de confiance se forme autour de lui, une constellation de figures qui convergent par conviction, ambition ou peur. Des politiciens qui polissent la rhétorique, des militaires qui analysent l'utilité du nouvel ordre, des fanatiques qui voient dans la doctrine la rédemption d'une nation. Tous trouvent dans cet épicentre une raison d'agir. À l'ombre des décisions, se regroupent des noms qui deviennent bientôt indissociables du projet. Goebbels, dont la parole se transforme en outil. Göring, figure qui projette puissance et présence. Himmler, qui murmure des ordres et impose une structure. Bormann, le gestionnaire qui œuvre en coulisses. Eva Braun, proche du cercle intime et témoin de l'intimité du pouvoir. Chacun entre dans cette orbite pour des raisons différentes.
Idéalisme, ambition, loyauté, intérêt, et chacun s'installe dans une position qui deviendra bientôt essentielle à l'engrenage du régime. L'ascension de ce cercle n'est pas seulement un mouvement externe, c'est une transformation intime de ceux qui le composent. Pour certains, servir Hitler signifie accéder au sommet du monde possible. Honneur, privilège, sentiment de participer à l'histoire. Pour d'autres, l'adhésion naît de la peur, non seulement de la punition, mais de l'ostracisme, de la relégation de leur propre ambition. Et pour beaucoup, ce qui commence comme conviction s'enracine dans l'inertie de la survie politique. À l'intérieur de chaque bureau et de chaque salle de réunion se tissent des attitudes mêlant ferveur et calcul, discours et silence. La politique publique s'y dessine, tandis que se forgent des loyautés personnelles qui, avec le temps, deviendront des chaînes difficiles à briser. L'action et la pensée s'entrelacent dans chaque geste qui façonne le cercle. Goebbels articule des messages et modèle la perception publique, tandis que dans son esprit bouillonne l'idée que la parole peut façonner la réalité. Göring projette une présence qui impose respect et ordre, tout en valorisant le pouvoir comme instrument d'accomplissement personnel. Himmler structure un réseau de contrôle qui promet efficacité et discipline, et visualise intérieurement l'ordre absolu. Bormann cartographie les fils de l'appareil et comprend que la gestion invisible est celle qui garantit la continuité. Eva Braun évolue dans l'intimité du Führer, observant et étant observé, sachant que sa proximité a un prix. Chez chacun, l'action se nourrit d'une psychologie propre, la ferveur qui justifie, l'ambition qui fait taire les scrupules, la routine qui normalise l'extraordinaire. Pour eux, servir Hitler était un honneur et une condamnation. Cette dualité condense la paradoxale centrale, l'inversion entre l'attrait du pouvoir et la perte progressive de la liberté morale. L'appartenance au cercle offre position et protection, mais lie aussi à un destin commun, la nécessité de maintenir la façade, de soutenir des décisions qui engagent la conscience et de renoncer peu à peu à la distance éthique. Chaque promotion, chaque ordre exécuté est une victoire personnelle et en même temps une servitude croissante. Ce qui est gagné en privilège se perd en autonomie intérieure. L'histoire qu'ils promettaient de construire commence à les dévorer de l'intérieur. Le résultat est une cour hybride, ministres, confidents, militaires et amantes aimantées autour d'un centre de décision incontestable et qui voient lentement leur biographie se réécrire sous la logique du régime. Ils agissent sur les places, dans les bureaux et dans des chambres d'hôtel et pensent en tableaux, en discours et en portée d'une politique qui ne tolère pas le doute. Dans ce balancement entre ambition et crainte, se forge la machine qui transformera les promesses en ordre, les ordres en politique, et les politiques en conséquences à grande échelle. Le cercle n'est pas seulement la compagnie du Führer, il est la structure vivante du pouvoir qui changera à jamais la vie de millions de personnes et scellera le destin intime de ceux qui ont accepté d'en faire partie. Joseph Goebbels, le maître de la propagande. Goebbels n'avait pas besoin de balles. Il avait des microphones. Cette phrase n'est pas seulement une métaphore. Elle est la clé du pouvoir qu'il exerçait. Là où la troupe a besoin de poudre, lui déployait des ondes. Là où l'artillerie ravage, ses discours façonnaient les consciences. Son arme était la parole taillée avec précision, répétée jusqu'à l'épuisement, lancée sur les places, dans les journaux, à la radio. Une machine communicative dont l'objectif n'était pas de décrire la réalité, mais de la remplacer par la version qui convenait au Führer et au parti. Entre ses mains,
la diffusion devenait une fabrique de certitudes. Chaque message était une cartouche de conviction. Chaque meeting un champ de tir où la vérité était visée et tirée contre le doute. La relation de Goebbels avec Hitler avait l'intensité d'une dévotion presque religieuse. Ce n'était pas seulement une loyauté politique, c'était une adoration personnelle, mêlant extase et servitude. Dans l'intimité de ses écrits et de ses notes publiques, cette proximité se traduisait par des phrases qui cherchaient à réduire l'autre à une figure unique, salvatrice et compréhensive. « Il me comprend », écrivit-il à propos de Hitler. Lui seul sait voir au-delà. Cette confession met à nu la symbiose entre le propagandiste et le leader. Goebbels avait besoin de croire au phare qui guidait son message, et Hitler se nourrissait de celui qui transformait la parole en consensus. La dévotion n'était pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne. Discours calqués, récits répétés, symboles circulant jusqu'à ce que le public les accepte comme inévitables. Mais derrière la construction publique se livraient des batailles internes, avec moins de microphones et davantage de nuits blanches. Tandis que le monde brûlait, Goebbels menait sa propre guerre intérieure, celle de maintenir la foi en un leader qui se désagrégeait déjà. Ce combat n'était pas un mélodrame creux, c'était une lutte psychologique où la cohérence entre l'image qu'il devait projeter et la fissure qu'il percevait dans la réalité exigeait des efforts monumentaux. Chaque discours était à la fois une prophétie autoréalisatrice et une défense personnelle. Pour soutenir le public, il devait se soutenir lui-même, nier les indices de l'échec et continuer à répéter le récit qui maintenait le régime debout. La tension entre l'efficacité propagandiste et les évidences extérieures devint un champ de bataille intime. Sa méthode de combat était psychologique et systématique. Il ne cherchait pas simplement à convaincre, il cherchait à façonner des habitudes de pensée. Répéter une idée jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une hypothèse pour devenir une certitude sociale. Saturer les canaux d'information d'une seule direction. Construire des ennemis imaginaires qui donnent sens à l'unité interne. Dans cet arsenal, le microphone était à la fois outil et confessionnal. Depuis lui, Goebbels projetait peur, espoir, exigence et consensus. La manipulation n'était pas maladresse, mais technique. Calibrée, méthodique, conçue pour épuiser le doute et rendre l'adhésion automatique. La phrase que Goebbels lui-même a attribuée résume sa foi dans la répétition comme principe fondateur du pouvoir. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Ce n'est pas un aphorisme trivial, c'est la confession d'une méthode et l'aveu que la vérité en politique peut être remplacée par la fréquence. Derrière cette phrase se cache un calcul. Si l'opinion publique est le terrain, l'insistance est l'outil qui le laboure. Cette stratégie exige non seulement un talent rhétorique, mais une discipline implacable. Contrôler les émetteurs, synchroniser les messages, s'assurer que le mot d'ordre arrive sans interférence. C'est le travail monotone et brutal qui transforme une interprétation en consensus et une coartade en dogme. Les batailles personnelles de Goebbels apparaissaient aussi dans la manière dont il défendait l'indéfendable. Maintenir la foi en Hitler était, pour lui, une tâche abritant à la fois orgueil et désespoir. La loyauté exigeait de nier les fissures publiques et de les dissoudre dans des récits. Chaque faux pas du régime devait être expliqué comme une manœuvre tactique, chaque perte transformée en épreuve de loyauté collective. Cette énergie défensive, appliquée avec talent, produisait une sorte d'histrionisme stratégique, des discours qui consolaient, mobilisaient,
et surtout neutralisait la possibilité du doute. Mais ce masque eut un coût intime. La dissonance entre la propagande et la réalité provoquait chez lui usure, contradiction et un sentiment croissant d'urgence à maintenir vivante la vérité fabriquée. La paradoxe finale de son métier est brutal et humain à la fois. Tandis que ses microphones tissaient des réalités, lui-même luttait pour ne pas succomber à l'évidence de la désintégration. Sa maîtrise transforma la parole en arme de guerre et l'adoration en outil de cohésion. Ses phrases restèrent consignées comme un manuel de manipulation et ses confessions, lorsqu'elles eurent lieu, mises à nu dans leur logique froide. À l'intersection de l'ingéniosité technique et de la foi personnelle, Goebbels devint l'architecte du mensonge et en même temps sa victime. Celui qui assemble la machine de la conviction finit prisonnier du mécanisme qu'il a contribué à mettre en marche. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Joseph Goebbels. Il me comprend. Joseph Goebbels, à propos de Hitler. Hermann Göring, le Reichsmaréchal du luxe et de la décadence. Göring portait des soies, tandis que le peuple mangeait du pain rassis. Cette image se répète comme une accusation visuelle. L'éclat des étoffes, le poids des ordres et la présence ostentatoire contrastent avec la table vide de la nation. Les uniformes brillent, les médailles reflètent la lumière des projecteurs et les bijoux scintillent lors d'événements pensés pour la propagande. Tout cela façonne la figure publique d'un homme qui incarne le luxe au sein du Reich. Mais derrière ce décor d'opulence se cachait une autre trame. L'addiction qui consumait de longues heures, l'ambition qui mordait le présent pour réclamer davantage de pouvoir, et la peur qui se dissimulait sous les rires et les verres levés. L'ostentation n'est pas seulement esthétique, c'est un bouclier face à la fragilité intérieure, une manière de dire au monde que, même si tout tremble, il peut encore maintenir l'éclat. Chaque défaite aérienne était une blessure à son ego. La machinerie du statut, des titres et de la présence publique se nourrissait du sentiment de contrôle. Lorsque ce contrôle se fissurait, la blessure n'était pas tactique, mais personnelle. Cette perte ne se traduisait pas seulement en cartes et en chiffres. C'était une fracture qui pénétrait son identité. La gloire militaire et la réputation de commandement étaient liées à son estime de soi. Lorsque les résultats ne suivaient pas, l'impact résonnait comme si sa propre peau cédait. Chaque rapport annonçant des reculs opérationnels fermait une porte intérieure par laquelle s'infiltrait l'insécurité, et cette insécurité appelait compensation. Davantage de manœuvres, plus de promesses, des gestes grandioses qui souvent masquaient l'impuissance. Chaque parole de désapprobation de Hitler était une condamnation à mort émotionnelle. Non pas physique, mais sociale. La désapprobation du leader était l'outil capable d'anéantir une réputation patiemment construite par l'ambition. Pour celui qui avait su ériger des palais d'influence au sein du régime, recevoir le reproche du Führer signifiait que toute la tapisserie pouvait se défaire. Cette menace symbolique agissait comme moteur et comme fouet. Elle poussait à plaire et en même temps engendrait une panique secrète. La relation avec la figure suprême du pouvoir était donc une combinaison perverse d'orgueil blessé et de besoin extrême d'approbation. Une dynamique où la reconnaissance devait s'acheter par la fidélité et par des succès qui, avec le temps, devinrent de plus en plus difficiles à soutenir. Sa vie publique exhibait des contradictions que les contemporains ne purent ignorer. Il portait des soies et accumulait des trésors, tandis qu'autour de lui, la pénurie marquait la routine quotidienne.
La logique du privilège cohabitait avec celle du commandement. Plus il ostentait, plus il devait soutenir la fiction du contrôle. L'addiction et la quête de sensations fortes faisaient aussi partie d'un paysage privé qui cherchait à combler des vides que la politique alimentait sans jamais les remplir. Cet ensemble, luxe, ambition, dépendance, façonnait un personnage qui, à l'extérieur, paraissait invulnérable et, à l'intérieur, était fragmenté. « Je ne crains rien ni personne, sauf le Führer ». La phrase attribuée à Göring résume le paradoxe de son existence, l'apparence de la témérité et de la domination face à la vérité d'une peur concentrée en une seule figure. Ce témoignage verbalise la hiérarchie émotionnelle du pouvoir. Il n'existe pas de courage absolu, mais des subordinations intérieures qui dictent comportements et décisions. Admettre la peur du leader n'est pas une humiliation, mais la reconnaissance d'une chaîne où l'approbation personnelle est primordiale. Derrière la bravade publique, cette confession distille la dépendance qui conditionna son action. Dans la conduite quotidienne, se mêlaient des gestes grandioses et de petits actes de défense psychologique. Il exhibait des tables bondées d'invités, des réceptions conçues comme des démonstrations de pouvoir et des symboles qui réaffirmaient sa position. Mais dans l'intimité, les défaites et les critiques provoquaient des réactions révélant la fragilité, colère disproportionnée, recherche de compensation et attachement à la rhétorique du triomphe. Sa personnalité publique et privée se nourrissaient l'une l'autre. Le masque servait à soutenir le masque et la chute de l'un mettait l'autre en péril. La décadence n'était pas seulement esthétique, elle était aussi opérationnelle et morale. Chaque excès consommé dans les salons et chaque concession dans la pratique du pouvoir alimentait la perception d'un régime qui privilégiait le bien-être de ses élites au détriment du peuple. Ce contraste devint le symbole de la corruption qui rongeait la légitimité du système. Un dirigeant de luxe quand la nation réclamait du sang et du pain. La corruption se manifestait non seulement dans l'accumulation des richesses, mais aussi dans la normalisation d'attitudes permettant à quelques-uns de vivre dans l'abondance, tandis que la majorité souffrait. En définitive, la figure de Göring se lit comme l'emblème de la contradiction fatale du régime. Brillant, charismatique et efficace dans sa capacité à influer sur la politique, mais rongé par ses propres excès et par la peur essentielle qui l'attachait aux caprices du Führer. Son luxe était à la fois bouclier et condamnation. Son ambition, moteur et piège. Son rire, parfois masque du désespoir. Ainsi se révèle le visage du Reichsmarschall, un homme qui sut se forger une couronne d'éclat, mais qui demeura marqué par les fissures que son propre éclat ne put dissimuler. Heinrich Himmler, le gardien des ombres. Tandis que d'autres rêvaient de victoire, Himmler rêvait de pureté. Cette idée est l'axe qui définit son existence. Là où le général voit des fronts et des cartes, lui dessine des architectures humaines, des catégories, des listes. Son champ de bataille n'est pas le front, mais les camps de concentration. Sa stratégie ne se mesure pas en kilomètres gagnés, mais en ordre, en registre et en processus. Là où la guerre traditionnelle cherche à contrôler des territoires, sa logique vise à contrôler des vies, des identités et des corps. Dans ce projet, la violence était administrée comme une technique, non une explosion aléatoire, mais une planification froide, une logistique appliquée à l'extermination. Froid, méthodique, distant. Cette triade psychologique décrit l'homme qui transforma la machinerie répressive en système. Il n'y a pas de fracas passionnel dans ses décisions. Il y a du calcul, des procédures et des protocoles.
Son caractère se révèle dans la précision avec laquelle il divise, classe et organise. L'horreur, pour lui, a un ordre et un but. Dans cet esprit, l'efficacité est un impératif moral. Optimiser les ressources, standardiser les méthodes, garantir que l'action répressive fonctionne sans heurts. La distance émotionnelle n'est pas une absence de sentiment, mais une stratégie pour que la brutalité ne soit pas troublée par le doute. Lorsque la compassion diminue, la technique progresse. L'apparence du bureaucrate renferme une monstruosité fonctionnelle. La machine exige des mains qui ne tremblent pas, qui signent, qui rédigent et qui supervisent. Dans son bureau, le monde se réduit à des dossiers, à des chiffres et à des itinéraires. Chaque service est un nœud d'où se met en mouvement l'engrenage de la terreur. Cette perspective transforme la répression en tâche administrative. Non une rage déchaînée, mais une mission avec des délais, des objectifs et des indicateurs. Dans son présent, la liste de noms remplace le visage humain, et la réduction de la personne à une catégorie permet des décisions qui, dépouillées d'humanité, s'exécutent avec la même routine que la gestion de toute structure étatique. C'était le bureaucrate de la mort. Ni passion ni colère, seulement le devoir. Cette phrase condense la perception qu'avaient ses contemporains de lui. Un homme sans éclat, sans emportement, dont la dangerosité résidait dans la normalité de son engagement. La définition ne vise pas tant une absence d'émotion que la présence assourdissante du devoir transformé en outil létal. En son sein, l'obéissance à un projet idéologique se traduisit par des procédures qui ne cherchaient pas la notoriété de l'horreur, mais son efficacité. Ainsi, la monstruosité devient domestique, administrable, répétable, presque routinière. Ses décisions avaient des conséquences systémiques. Sa froideur, une portée dévastatrice. En concevant la répression comme un appareil, Himmler établit des canaux qui permirent à la violence de ne pas dépendre d'emportements individuels, mais de la continuité de l'État. La distance avec la victime, l'abstraction à travers les papiers et les ordres, facilitèrent la banalisation de l'horreur, non plus exceptionnelle, mais intégrée à la structure. Cette intégration est peut-être son trait le plus sinistre, transformer l'extermination en partie routinière du fonctionnement de l'État, en un devoir de plus dans la logique gouvernementale. Dans l'intimité de sa pensée, il n'y a ni crise épique, ni geste grandiloquent. Il y a du design. Cette focalisation technique l'apparente à un ingénieur de la souffrance. Il imagine des processus, des diagrammes et des vérifications. Il valorise l'efficacité au-dessus du drame. La distance émotionnelle lui permet de voir l'autre comme une variable, non comme un sujet. Et c'est dans cette déshumanisation que s'enracine la capacité d'ordonner et de soutenir une terreur de masse. Chaque signature, chaque ordre, chaque note était une pièce d'un mécanisme plus vaste, une contribution anonyme à une œuvre collective de dévastation. La vie sous son commandement révèle ainsi une morale inversée. L'obsession de la pureté devient moteur d'exclusion et d'élimination. La méticulosité administrative, un instrument de mort, la froideur, une valeur opérationnelle. À ce croisement entre idées et procédures, Himmler s'impose comme le visage de la machinerie de la terreur. Non un barbare désordonné, mais l'administrateur qui fit de l'horreur une discipline. Son rôle est la preuve que la barbarie peut adopter les formes les plus polissées de la modernité. Liste, cachet, méthode, et demeurer en son centre une décision moralement inexcusable. Martin Bormann,
l'homme dans l'ombre. Si Hitler était le feu, Bormann était l'ombre qui l'alimentait. Cette image condense l'essence de son pouvoir. Non pas le visage qui apparaît à la tribune, mais la figure obscure qui régule, qui s'approche du feu et qui reste à distance dans le froid. Il ne rechercha ni fracas, ni gros titres. Son triomphe fut de devenir invisible, et depuis cette invisibilité, de contrôler le rythme du régime. Là où d'autres occupaient des positions visibles, ministères, armées, mains qui signaient des décrets, Bormann occupa le couloir étroit qui relie la volonté à l'exécution, le guichet par lequel passaient requêtes, ambitions et supplications. Avec un agenda, une plume et une discrétion persistante, il tissa un réseau de dépendance qui, avec le temps, devint essentiel à la survie du pouvoir. Personne n'atteignait le Führer sans passer par lui. Cette règle simple transforma le secrétaire particulier en portier du destin. Accès accordés, entretiens refusés, échos amplifiés ou étouffés selon l'opportunité. À ce poste, Bormann ne se contentait pas de mesurer les temps. Il façonnait des alliances. Il signait et filtrait, classait et décidait de l'agenda, et son approbation pouvait élever un fonctionnaire ou réduire un rival à néant. Être indispensable n'était pas seulement une question de proximité physique. C'était le résultat d'une architecture relationnelle qui fit de son bureau un centre névralgique. Le pouvoir, lorsqu'il dépend d'intermédiaires, prend la forme d'une chaîne. Couper ou tendre un maillon peut redessiner la carte de la faveur et du châtiment. Bormann mania ces maillons d'une main froide et avec une précision administrative. Son action politique se manifestait par des gestes petits mais décisifs. Une note en marge qui retardait une requête, une recommandation voilée qui inclinait une décision, le silence opportun qui écartait un prétendant. Chaque geste dissimulait un esprit calculant effet, coût et loyauté. La politique, sous son emprise, cessa d'être seulement de grands discours pour devenir une logistique de l'influence. Placer les fidèles, retirer les importuns, administrer des récompenses symboliques qui consolidaient l'obéissance. Dans cette logique, la discrétion est un pouvoir absolu. Qui tient la porte, contrôle le récit du leadership et par conséquent, le tissu de l'autorité. La figure de Bormann exemplifie une forme moderne de domination, celle de celui qui exerce le contrôle non par la visibilité, mais par la capacité à réguler les flux. Son influence se faisait sentir dans des bureaux fermés, des missives à en-tête, des programmes de réunion qui décidaient qui pouvait parler et qui devait attendre. Son style ne faisait appel ni au charisme, ni à l'héroïsme, il faisait appel à l'efficacité administrative. Cette efficacité, enveloppée de secrets, fit de lui le chef d'orchestre d'une symphonie dont les partitions étaient des ordres et les notes des destins humains. L'histoire du pouvoir montre que, bien souvent, ce qui garantit la continuité d'un régime n'est pas l'étalage public, mais la constellation de petits actes bureaucratiques qui maintiennent tout en mouvement. Bormann se spécialisa dans ces actes quotidiens qui, additionnés, font le monde. Des témoins de l'époque décrivirent sa figure avec le mélange de respect et de méfiance qu'inspire celui qui manie des clés invisibles. Des documents officiels passaient par son bureau. Des demandes importantes attendaient son sceau. Ceux qui souhaitaient s'approcher du Führer apprenaient à mesurer leurs mots pour ne pas éveiller sa désapprobation. Dans cet entrelac, Bormann devint indispensable, non par la gloire, mais par l'autorité que confère le monopole de l'accès. Le pouvoir qu'il exerçait était mixte, silencieux et structurel. Non un flot d'ordre tonitruant, mais un contrôle qui opérait par le filtrage et la désignation.
l'ombre qui alimentait le feu n'était pas neutre. Elle était aussi juge et arbitre. Dans l'obscurité de ses décisions se jouaient des destins, promotion, censure, exclusion. Sa manipulation du pouvoir depuis l'ombre révèle la brutale simplicité de la politique. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui gagne. Bien souvent, gagne celui qui sait qui doit écouter. La continuité du régime dépendit autant des grandes batailles que de cette gestion invisible. Et dans cette gestion, Martin Bormann laissa une empreinte qui n'apparaît pas sur les photographies officielles, mais qui marqua, avec une patience administrative, la manière dont le pouvoir se reproduisit et se défendit jusqu'au bout. Eva Braun et les fidèles jusqu'au bout. Alors que l'Europe s'effondrait, Eva souriait face aux caméras, sans savoir si le lendemain elle serait encore en vie. Les photos la montrent rieuse lors de fêtes, accompagnée de musique et de verres levés, comme si la frivolité pouvait effacer la proximité du désastre. Ce sourire n'est pas seulement un geste, c'est un refuge face à l'évidence. Elle fête dans des salons qui, pour d'autres, ressemblent à des chapelles funéraires. Elle participe à des soirées où l'éclat et le luxe se mêlent à une rumeur de faim. Son monde est une bulle de lumière qui prétend masquer le fracas venant de l'extérieur. La vie sociale l'enveloppe et la protège, tout en l'isolant. Plus on lui offre le décor du plaisir, plus on lui refuse le contact avec la réalité qui démantèle tout autour d'elle. Dans ces fêtes et dans cet isolement se forge une dévotion qui frôle l'abandon absolu. Eva n'est pas seulement la compagne présente lors des apparitions publiques, elle est celle qui, dans l'intimité, accepte la condition d'être aux côtés de celui qui incarne la catastrophe. Sa proximité n'est pas un simple affect, c'est un choix qui la place au premier rang de l'effondrement. Vivre entre banquets et messages de pouvoir ne lui garantit pas la sécurité. Cela lui promet l'appartenance. Cette appartenance la définit, être celle qui partage les rires quand, dehors, il y a des pleurs. Celle qui porte dans le regard la contradiction entre l'éclat artificiel et la fin inévitable. Son sourire face aux caméras est à la fois un masque et l'aveu de sa décision de rester. Dans le bunker de Berlin, elle n'était pas l'amante d'un dictateur. Elle était la dernière témoin de la fin. L'intimité qui servait auparavant l'image publique devient désormais l'enregistrement de ce qu'il reste. Dans la pénombre souterraine, où les nouvelles cessent d'être des rumeurs pour devenir la confirmation de la défaite, Eva assume un rôle qui dépasse la simple compagnie. Elle est là pour voir, pour accompagner et pour être la présence qui empêche la solitude absolue dans les derniers instants. Sa figure, loin de la scène éclatante, devient témoin de la décomposition d'un projet et de la chute de l'illusion qu'elle-même a contribué à soutenir par sa loyauté. Les pensées de l'un et de l'autre s'entrelacent dans une géographie de finitude. Elle pense à la proximité, à la protection qu'offre la proximité. Lui pense au destin qu'il n'a pu éviter. L'intimité partagée dans le bunker n'est pas une retraite romantique, mais la chronique intime de la capitulation émotionnelle. Deux personnes qui se regardent dans une bulle de poussière et de fumée, tentant de maintenir ce qu'il reste de sens. Dans cette proximité, elle n'agit pas comme une figure publique, mais comme une témoin privée, et cette condition la transforme en le dernier regard avant le silence définitif. Cela m'est égal de mourir à tes côtés. Eva Braun, avril 1945. Cette phrase résume l'abandon absolu. Une déclaration qui n'exprime pas seulement l'amour, mais l'abandon de tout calcul personnel au profit de la compagnie finale. C'est la phrase
de celle qui décide que partager le dernier souffle vaut plus que toute possibilité individuelle de survie ou de fuite. Prononcée en ces jours-là, dans ce contexte, l'affirmation prend le poids d'un serment et la clarté d'un choix conscient. Mourir aux côtés de l'homme qui l'a soutenu dans la sphère publique comme dans la sphère privée, sans chercher de réinterprétation ni de conditions. Être la dernière témoin de la fin implique une combinaison de courage, d'aveuglement et de fidélité. Eva habite ce carrefour avec la sérénité de celle qui a décidé de son rôle. Elle ne cherche ni à sauver quoi que ce soit, ni à changer son destin. Elle choisit d'accompagner et d'assumer la responsabilité intime de ne pas laisser l'autre seul. Cette présence, paradoxalement, humanise la clôture. Au milieu de la destruction, demeure la figure de quelqu'un qui choisit de maintenir la proximité humaine jusqu'au bout, même lorsque cette proximité est avec celui qui a symbolisé le désastre. Son sourire devant les caméras, son isolement dans les fêtes et son choix dans le bunker se lisent ainsi comme les facettes d'une même décision qui l'élève, tragiquement, au rôle de témoin final.